Imaginez 200 000 personnes. 200 000. Dans le plus grand stade du monde, un dimanche après-midi de juillet. Et soudain, le silence. Pas celui d'une pause. Celui d'un peuple entier qui vient de recevoir un coup dans l'estomac dont il ne se remettra jamais vraiment. Le 16 juillet 1950, au Maracanã de Rio de Janeiro, le Brésil a perdu bien plus qu'un match de football. Il a perdu une certitude. Il a perdu l'idée qu'il était invincible chez lui, devant les siens, dans ce temple de béton et d'acier qu'il avait bâti pour lui-même. L'Uruguay a inscrit le but de la victoire. Et le Brésil s'est tu. Ce moment porte un nom depuis ce jour-là, le Maracanazo. Un mot qui n'a besoin d'aucune traduction parce qu'il contient tout, la douleur, la stupeur, l'irréparable. C'est cette histoire que l'on raconte aujourd'hui. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut d'abord comprendre le contexte. En 1950, le Brésil organise la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Et il ne fait pas les choses à moitié. Le Maracanã, officiellement Estadio Municipal do Rio de Janeiro à l'époque, est construit spécialement pour l'événement. C'est une construction titanesque, symbole d'un pays qui veut s'affirmer sur la scène mondiale. Le Brésil sort de la Seconde Guerre mondiale dans un élan de modernité, de confiance, de croissance. Ce mondial est censé être la consécration. Pas seulement sportive, politique, culturelle, identitaire. Le sélectionneur a réuni une génération brillante. Le pays tout entier se projette déjà dans la victoire finale. Les journaux parlent de couronnement avant même que la compétition commence. Le Maracanã n'est pas un stade. C'est une déclaration d'intention. Et cette déclaration va se retourner contre son auteur avec une violence que personne n'aurait pu anticiper. L'édition 1950 de la Coupe du Monde est singulière à plus d'un titre. Le format n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas de match de finale à élimination directe. La phase finale se joue en poule, avec 4 équipes. Le Brésil domine cette phase avec autorité. Il écrase ses adversaires avec des scores éloquents. L'Uruguay, de son côté, progresse plus difficilement. La logique mathématique est simple. Au dernier match, le Brésil n'a même pas besoin de gagner. Un simple match nul suffit pour être sacré champion du monde. Ce n'est pas une finale au sens strict, mais c'est la finale dans l'esprit de tout un peuple. Et c'est précisément là que réside le piège. La presse brésilienne publie des unes qui proclament la victoire avant le coup d'envoi. Des médailles commémoratives sont déjà gravées au nom du Brésil. L'arrogance collective est totale, sincère, presque touchante, et elle rend la chute d'autant plus vertigineuse. Le match commence devant une affluence que l'on décrit comme la plus grande jamais réunie pour un événement sportif. L'ambiance est celle d'une fête avant même le coup d'envoi. Le Brésil ouvre le score en première mi-temps. La fête peut commencer. Sauf qu'elle ne commence pas. L'Uruguay ne s'effondre pas. L'équipe de Juan Alberto Schiaffino, et ce nom résonne encore dans la mémoire collective sud-américaine, résiste, s'organise, croit. Et en seconde période, l'Uruguay égalise. Le silence commence à poindre. Puis vient le but de la victoire uruguayenne, inscrit par Alcide Guigia dans le dernier quart d'heure. Guigia racontera plus tard, avec une sobriété qui fait froid dans le dos, que seules 3 personnes avaient réussi à faire taire le Maracanã. Le pape, Frank Sinatra et lui. La formule est belle. Elle dit l'essentiel. Ce but n'était pas seulement un but. C'était un silence. Permanent. Ce qui suit le coup de sifflet final est l'une des scènes les plus bouleversantes de l'histoire du sport. Des joueurs brésiliens en larmes sur la pelouse. Des spectateurs incapables de quitter leur siège, hagards, comme pétrifiés. Des récits de l'époque décrivent des hommes qui pleurent dans les rues de Rio, des femmes qui s'évanouissent. Le capitaine uruguayen reçoit le trophée Jules Rimet dans un stade fantôme, sans cérémonie digne de ce nom, parce que personne n'avait préparé de discours pour ce scénario. Le président de la FIFA de l'époque, Jules Rimet lui-même, avouera avoir préparé un seul discours, celui pour célébrer la victoire brésilienne. Le deuil national est réel. Certains joueurs brésiliens portèrent ce traumatisme toute leur vie. Le gardien Barbosa, sur qui le blâme collectif s'abattit avec une cruauté disproportionnée, vécut avec cette blessure jusqu'à la fin de ses jours. Le football peut être impitoyable dans sa façon d'attribuer les responsabilités. Le Maracanazo n'est pas qu'une défaite sportive. C'est un événement fondateur dans la psychologie collective du Brésil. Il a engendré des réformes profondes. Le maillot blanc que portait le Brésil ce jour-là fut abandonné, remplacé par le jaune et le vert que le monde entier connaît aujourd'hui. La fédération brésilienne tira des leçons tactiques et humaines. Et le pays, au fil des décennies, construisit sa légende autour de cette blessure. Peut-être autant que grâce à ses triomphes. La victoire de 1958, portée par un certain Pelé à 17 ans, eut une saveur particulière précisément parce que le spectre de 1950 planait encore. Chaque génération de footballeurs brésiliens a grandi avec cette histoire.
En 2014, quand le Brésil organisa à nouveau une Coupe du Monde, le trauma de 1950 fut invoqué sans cesse, avant qu'une nouvelle catastrophe, le 7-1 contre l'Allemagne en demi-finale, ne vienne créer une deuxième blessure fondatrice. Le maracanazo n'est pas du passé. Il est dans l'ADN. Pourquoi revenir sur un match vieux de plus de 70 ans? Parce que le maracanazo est une leçon universelle que le sport répète inlassablement, et que les hommes refusent inlassablement d'apprendre. La certitude de vaincre est parfois la première cause de la défaite. L'hubris collectif, ce sentiment d'être tellement supérieur que la victoire est acquise avant d'être jouée, est le piège dans lequel tombent les équipes, les institutions, les nations. L'Uruguay de 1950 n'était pas forcément la meilleure équipe du monde ce jour-là. Mais elle était la seule à croire que la partie n'était pas encore jouée. Et ça suffit, parfois. Ça suffit souvent. Le football est une métaphore magnifique parce qu'il est injuste, imprévisible et humain. Le maracanazo en est la preuve absolue. Si cette histoire vous a touché, si vous aimez le football raconté autrement, avec du fond, du contexte, de la chair, alors vous êtes exactement au bon endroit sur cette chaîne. La prochaine analyse vous attend.